salut, bienvenue hein, pour 7ème fois à peu près de la saison, pour Box Dog Box, ton émission FM, c'est avec l'émission FM à tous et à toutes. Bien sûr on va parler du Azerbaijan Grand Prix, qui était fort intéressant, bien sûr, de mon point de vue à moi en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant. On va faire comme d'habitude, si vous avez des choses à dire, moi étant donné que j'ai pas de mémoire et que je prends pas de notes pendant la course, bien sûr, des faits, il m'arrive très souvent d'oublier des affaires. N'hésitez pas à me les rappeler si jamais je les oublie, et puis à donner vos avis bien sûr, que ce soit sur les pilotes, sur les faits justement, etc. etc. quoi. Comme d'habitude, je mettrai peut-être le sondage en route, peut-être, qui sait. Je me doute qu'on va avoir ce débat là, mais ouais. Je suis en désaccord d'une certaine manière avec ça. Pas totalement, mais en partie en tout cas. Je suis en partie en désaccord avec ça. Je vais expliquer mon point de vue plus tard, notamment par rapport à Max et à Lance Stroll. À ce sujet-là. La musique est peut-être un peu forte. Vous me dites si la musique est trop forte. Ça après on va l'arrêter, bien sûr, comme d'habitude. Une fois qu'on aura vu les résultats des qualifs dans quelques secondes, on mettra les highlights. Et puis les résultats de la course. Puis ensuite on aura tout le temps de parler des performances de chacun en course, bien sûr. Let's go! Et encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer, on mange personne. Libre à vous, si vous le souhaitez, vous inviter dans le débat. C'est vous aussi qui faites cette émission. Ça fait 2 ans que je la fais, je parle tout seul, à un moment donné. Donc les qualifications, on va partir du bas en haut, bien sûr comme d'habitude. Avec éliminant Q1, en passant quand même 4 drapeaux rouges en qualification. Je pense que... Je me demande si c'est pas un record, je pense que c'était un record ces dernières années, 4 drapeaux rouges en qualif, c'est incroyable. Donc éliminant Q1, Anthony Giovinazzi, Lance Stroll qui ont eu un crash au virage 15, ça a été assez fréquent d'ailleurs. On a vu aussi Charles Leclerc et Max Verstappen avoir le tour en essai. Ouais, je pourrais, mais j'ai pas trop faim. J'essaye pourtant. Salut Katuki. Donc Lance Stroll et Anthony Giovinazzi se sont crash en qualification, donc aucun temps à leur actif. Nikita Mazepin et Schumacher, les deux as comme d'habitude en fond de grille. Nicolas Latifi, le dernier éliminé donc en Q1, éliminé en Q2. Sébastien Vettel pour 26 millième il me semble, face à Valtteri Bottas. Esteban Ocon 12ème, Daniel Ricciardo 13ème, Kimi Raikkonen 14ème et George Russell qui est encore une fois passé en Q2 avec sa Williams. Ouais ça va, merci. Je suis très content, moi j'ai adoré ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai eu du fun, c'est génial. Donc voilà pour la Q2. Avec Seb qui a frôlé la Q3, donc là aussi drapeau rouge il me semble. Hein. En fin de Q2. Puis en fin de Q3 aussi ma foi. Oui en fin de Q2 je crois que c'était Daniel Ricciardo et en fin de Q3 c'est Yuki Tsunoda. Enfin, en tout cas. Le top 10 avec Charles Leclerc du coup qui hérite de la première place, pole position. Deuxième Lewis Hamilton, qui était nulle part, hein, faut rappeler, hein, ce week-end les Mercedes, vraiment elles étaient nulle part. Moi j'avais comme le feeling que c'était comme d'habitude avec Mercedes en voyant les essais libres. Comment je peux dire ça, un petit jeu de cache-cache en quelque sorte, hein, et on les voyait nulle part sur les premières séances. Je pensais qu'en FP3 ça allait commencer à décoller, qu'on allait les voir. Ça n'a pas été le cas. Je pensais qu'en qualif one shot, enfin d'entrée de jeu, ça allait taper. Bon, il y a eu les drapeaux rouges, etc. Mais on les voyait pas jusque dans les 2 dernières minutes de la qualification où Lewis Hamilton claque le deuxième temps, quoi. Bref. Max 3ème, Pierre Gasly 4ème, Carlos Sainz 5ème, Lando Norris 6ème mais rétrogradé à la 9ème place pour non-respect d'un drapeau rouge justement. Un peu sévère, ça dit en passant, il a pris des points de retrait sur son permis aussi. Par rapport à ça, je trouve ça un peu costaud quoi. Le double tarif là, pour quelque chose qui était pas si ouf en soi. Mais bon. De ce fait ça donne... ça donne plutôt Sergio Perez 6, Yuki Tsunoda 7, Fernando Alonso 8. Non, pas du tout. Si, c'est ça. Sergio Perez 6, Yuki Tsunoda 8, Fernando Alonso... Sergio Perez 6, je vais y arriver, Yuki Tsunoda 7, Fernando Alonso 8, Lando Norris 9.
Et Valtteri Bottas donc 10ème qu'on a vu nulle part, absolument nulle part. Lui par exemple il a pas décollé par rapport à Lewis Hamilton, on l'a absolument pas vu du week-end et on va le voir dans quelques instants avec les highlights. On l'a pas vu non plus en course en soi. Ah oui, oui, mais il y a des trucs à pas dire, je pense que ça se fait. Oui, Perez a eu beaucoup de chance avec ses pneus, il était, à mon avis, il était à un tour d'avoir le même problème en fait. C'était un tour, attends, c'est vraiment... Je veux qu'on l'entende quand même quoi, mais... Bref. Du côté de Perez, c'est pas passé loin puisqu'ils étaient à 10% sur les pneus arrière, 10% restant de vie entre guillemets sur les pneus arrière. Lewis était à 20, mais justement c'est ce que je disais à Jennings en backstage sur Discord, c'est que malgré que les pneus d'Hamilton étaient plus vus que ceux de Perez d'un tour ou deux, Hamilton il a cette intelligence là en course des fois d'avoir des phases où il fait de la gestion, davantage de gestion pneumatique et même, je dirais sur la voiture en général quoi. Et à chaque fois il revient quoi. Il relance la machine vers l'avant etc quoi. Donc c'est la différence avec Max qui est tout le temps à l'attaque en permanence. Et ça enfin, on peut pas lui reprocher ça à Max d'un sens, mais ce qui s'est passé pour moi c'est révélateur de ça aussi, c'est que lui est tout le temps au taquet, tout le temps pied au plancher, etc. Et pourtant là dans la situation dans laquelle ils étaient avec Sergio Perez entre lui et Lewis, faisait que il pouvait davantage faire de la gestion parce que Perez pouvait éventuellement le bouchonner autant que possible en fait. Bouchonner Lewis autant que possible. Et bref. Mais c'est là où moi j'ai du mal à aller contre Pirelli, c'est que ce qui se passe là, c'est aussi du fait que on est dans une phase où comment je fais ça? D'un point de vue budgétaire, on veut que la F1 coûte moins cher, puis d'un point de vue écologique aussi, du coup moins de pneus, etc. Et puis ça nous donne du coup des courses de gestion quoi, pneumatique au final. Et puis ça donne que des fois ils essaient d'étirer beaucoup trop loin les pneus. Puis Stroll c'était exactement la même chose, à mon avis c'est hard. Ils étaient complètement en fin de vie ou en surchauffe même. Et ça a donné ce que ça a donné quoi. Alors est-ce qu'on doit vraiment taper uniquement sur Pirelli là-dedans? C'est toujours pareil, hein. Pirelli fournissent ce qu'on leur demande et puis c'est tout. De mon point de vue à moi c'est ça quoi. Au tout début, ok, il y a eu des ratés de la part de Pirelli hein, dans les années précédentes. On se souvient de Silverstone en 2016, 2017, 2018. Les pneus partaient décoller des jantes en rafale pendant la course, etc. Et là, pour le coup, à part ces deux voitures-là, il n'y en a pas eu vraiment, etc. Il y a des raisons à ça aussi, quoi. Enfin bref, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On peut être en colère après Pirelli. Moi, personnellement, je considère qu'ils sont pas uniques responsables. Du coup, le sondage, c'est toi qui as voté 8, j'imagine. 8, c'est pas mal. Moi, ouais, 8. 8-9. 8-9, ouais. Ouais. C'était une course fort intéressante, moi j'ai adoré. Après, moi je suis pas difficile à contenter, même les courses où il y a quasi pas de dépassement comme Monaco. Je trouve comment je fais ça? Je trouve ma satisfaction dans les affaires stratégiques et puis en me disant que ça n'empêche rien qu'il roule pendant 2 heures à 300 km/h assis le cul au sol quoi, mais bon bref. L'erreur de Latifi. Alors l'erreur elle est plus de Williams pour le coup. Son ingénieur qui lui dit reste dehors, tu sais. Qu'est-ce qu'il entend qu'est-ce qu'il comprend quand il entend ça? Rentre pas au pit. Alors que à cause du fait qu'il y a le camion sur la piste, etc. Justement, il devait aller dans la pit lane. Mais généralement, on ferme la pit lane, quoi, ça. Ah ok. Je pensais que c'était ironique par rapport à Latifi. Bon, ouais. Ça va, Simon? Je lis vite fait les résultats de la course, puis après on va parler des pilotes un par un, comme d'habitude. Puis après on verra bien sûr les classements de pilotes et constructeurs. Très bien aussi, merci, très belle course, j'ai été très content. Du coup t'arrives en retard pour mon sondage, combien tu mettrais comme note toi Simon à cette course? Non c'est clairement pas de sa faute, mais c'est spécial de la part de Williams, hein, c'est quand même
quoi qu'on en pense par rapport à la voiture, pour le reste, l'équipe, c'est pas des peintres. Hein. C'est clairement pas des peintres. Et ouais. C'est pas ça. Sur 10. Sur 10. Je vais attendre ta note, puis on va lire vite fait les results. 1,5, ok. Qui a mis 8, j'aurais mis 8 ou 9. Parce que je suis quelqu'un de généreux. Et 8, je pense que c'est bien. Ça. Du coup, ça nous a donné victoire de Sergio Perez. Très chaud la course de Sergio Perez, on va en reparler là aussi après. Le deuxième, Sébastien Vettel avec la Aston Martin. Pierre Gasly, troisième avec l'AlphaTauri. Charles Leclerc, quatrième avec la Ferrari, c'est pas si pire en soi. Cinquième, Lando Norris avec la McLaren. Sixième, Fernando Alonso avec l'Alpine. Septième, Yuki Tsunoda avec l'autre AlphaTauri. Carlos Sainz quand même huitième malgré ce qui lui est arrivé. Neuvième, Daniel Ricciardo avec la McLaren. Dixième et dernier dans les points, Kimi Raikkonen marque son premier point en course. Non, c'est toujours sérieux, tout à fait. Par rapport, oui, bien sûr, ben, c'est pareil pour moi d'un sens. Hors dépassement, hors drapeau rouge, hors crash, etc. Forcément, tu mets peut-être 6 à la rigueur. C'est un peu la note, je crois que j'avais donné à Monaco aussi, c'est un truc comme ça. Et donc ouais, Kimi Raikkonen qui rentre dans les points, je crois pour la première fois de la saison. On va voir le classement constructeur après, pilote pardon après. Antonio Giovinazzi tout juste hors des points, 11ème. Bottas nulle part, 12ème. Schumacher et Mazepin 13ème et 14ème devant Lewis Hamilton. Et oui, les deux As qui ont fini devant Lewis Hamilton. Nicolas Latifi 16ème. George Russell abandon, 17ème. Il y avait eu des soucis en fin de FP3. Ils ont dû changer son moteur, il y a eu une casse moteur il me semble à la fin des essais libres 3 samedi matin. Donc bon. Mazepin devant Hamilton exactement. Exactement. Bah de toute façon les deux As cette saison qui finissent devant une Mercedes encore en course, j'entends hors abandon. Tu le reverras pas, à moins que, mais c'était improbable que ça arrive. Donc abandon de Russell, Verstappen, Stroll et Esteban Ocon assez tôt dans la course pour des soucis mécaniques aussi il me semble. Et voilà. On va aller voir, c'est pas ça. On va checker les perfs par équipe quand même. Devant la Mercedes, ils ont fait un selfie. Merde, je sais me gratter mais il y a mon casque de lui. Donc comme d'habitude les pilotes As, je vais vite passer au travers parce qu'on voit pas leur course. Ouais, bah c'est un souci peut-être du côté de la récupération de l'énergie ou ce genre de choses quoi. Dans tous les cas, ça a donné un banton, dommage pour lui. Les As, on va passer très rapidement à travers, je disais, puisque généralement on voit pas leur course. On a juste vu la petite sortie de piste de Mazepin, si grave en soi là. Petite erreur, mais on en a vu plein pendant le week-end aussi en soi. Schumacher qui part 17ème, qui finit 13ème avec les abandons bien sûr. Mazepin qui part 18ème et qui finit 14ème. As à leur place, voilà, je le dis chaque week-end, je fais tout le temps la même rime, pardon. Et qu'en dire quoi. C'est une équipe qui bougera pas de là et c'est une voiture qui progressera pas de la saison dans tous les cas, on le sait déjà. Donc on peut passer d'ores et déjà à la suite. Next. Oui bien sûr. Du côté de chez Williams, George Russell qui s'était replacé une nouvelle fois en Q2, c'est quand même une sacrée performance de la part du jeune protégé de Mercedes. Départ 15ème, abandon. Nicolas Latifi, départ 16ème, termine 16ème. C'est anonyme aussi, pas plus à en dire. Dommage, moi je souhaite encore Williams dans les points. Je leur dis à chaque fois, mais la saison dernière elles sont passées so close à plusieurs reprises en fait d'atterrir dans les points. Et j'ai le feeling que la voiture est forcément meilleure que l'année dernière en soi. Il y a moyen qu'il y ait quelques coups à faire pour Williams d'aller chercher, notamment avec George Russell, même si Latifi est pas si dégueulasse que ça non plus au fond. Et je mis sérieusement une pièce sur Russell qui rentre dans les points avant la fin de la saison. Ne serait-ce qu'une P10 quoi. Du coup rien à dire du côté de Williams de plus. Hein. Si vous avez des choses à dire sur les pilotes Williams ou autres, n'hésitez pas, mais moi je
Malheureusement, on n'en voit rien, etc. Enfin, malheureusement, logiquement. Voilà quoi. Alors, Kimi Raikkonen qui part 14ème finit dans les points, 10ème. Antonio Giovinazzi part 20ème, termine 11ème. Là aussi on a vu quelques brides de la course des alphas. On a vu une bataille, il me semble, à la fin que Raikkonen dépasse Giovinazzi pour la 10ème place, si je me trompe pas. Une course anonyme, mais une belle course l'air de rien quand tu regardes. Bon, si on retire les abandons, etc., il y a pas mal quand même de positions de gagner. Je pense que stratégiquement c'était intéressant de leur côté. Oui, sûrement. Oui, sûrement. Ah, à moins de croire que Bottas continue à contre-performer autant que ce week-end où c'était incroyable. Si la voiture aussi, elle était complètement part, quoi. Encore une fois, je sais pas où Lewis a trouvé quelque chose, mais bref. À moins que Bottas continue dans ce sens-là, mais j'ai un doute que Mercedes veuille Hamilton Russell en line-up, en sachant le talent de Russell et que ça va forcément faire des étincelles comme à l'époque de Rosberg en 2016, etc. Et ils veulent pas répéter ça, et ça leur a coûté des plumes un peu, hein, d'un sens. Ils se sont fait des belles frayeurs à l'époque d'Hamilton Rosberg, et ils ont pas envie de revivre ça clairement, donc ça m'étonnerait que la seule option serait une retraite de Lewis Hamilton, mais autant c'est une rumeur qui circule depuis même avant le début de la saison 2021, qu'à la fin de 2021, vu qu'il a renouvelé que pour un an, Hamilton partirait, et j'y crois absolument pas. Je vois même pas pourquoi et ce sera envisageable que Lewis se retire, à moins vraiment qu'il ait un manque d'envie, qu'il prend plus de plaisir, etc. À l'heure actuelle, j'ai pas l'impression qu'il prend pas de plaisir, puis au contraire, même si peut-être que c'est un petit peu de la com, mais il a l'air d'aimer le challenge pardon, qui lui est proposé depuis 2020 à peu près, voire 2019. Enfin, plus sérieusement, quoi. Je le vois pas partir dans tous les cas, quoi. Pour en revenir à Alfa Romeo, ça, malheureusement non plus on n'en a pas vu grand chose, mais première entrée dans les points il me semble, encore une fois on va voir ça après, de Kimi. Giovinazzi qui partait bon dernier, au final je pense que stratégiquement ça a bien marché du côté d'Alfa Romeo quand même, ils sont à peu près à leur place, hein, fin de midfield à peu près, donc rien à en dire quoi. Plutôt une course propre de la part des deux au final. Aston, alors là. On va reparler d'eux un peu plus tard, mais ça, bon, j'ai oublié de changer le bot qui parle de Euro Truck Simulator, mais ça va être... Excusez-moi. Que ça va. Du côté d'Aston Martin, Sébastien Vettel qui part P11, qui finit P2. Lance Stroll qui part 19ème et qui termine dans le mur en pétant. GG Pyro, ouais. La course de Seb. On va commencer par ça, la course de Seb. Je veux dire, de la course de Seb, il y a tellement de choses à dire. Incroyable. Ça va et toi, Jinx? Moi je le dis, je le répète, je m'en cache pas, Sébastien Vettel, depuis toujours j'adore ce gars, que ce soit humainement ou en tant que pilote. Comme je pense, Jean-Lynx, salut Jean-Lac. Comme beaucoup de monde, je pense, dans sa période de down, notamment avec Ferrari où il n'avait pas été aidé, je l'ai très mal vécu. Ça lui a pris, là on est à la 7ème Grand Prix de la saison il me semble. Comme à la plupart des pilotes qui ont changé d'équipe, ça leur aura pris un certain nombre de courses pour prendre la mesure de leur voiture. Alonso commence à prendre la mesure de l'Alpine, Daniel Ricciardo c'est encore un peu compliqué mais ça s'en vient aussi tranquillement. Carlos Sainz c'est celui qui a pris vite fait le truc avec sa Ferrari. Sébastien Vettel c'était un peu compliqué. Puis à Monaco avec l'expérience aussi il a marqué ses premiers gros points, une dizaine de points il me semble. Ses premiers points de la saison encore une fois. Et puis là il était dans les bons coups, oui il y a eu les éléments de course, enfin l'effet de course entre l'abandon de Verstappen, l'erreur de Lewis, etc. Mais il était là, puis il avait un super rythme, il a fait plusieurs dépassements, etc.
On l'a beaucoup vu, Sébastien Vettel, dans cette course. C'était assez surprenant. Puis ça fait plaisir, quoi. Mentalement, pour lui aussi, ça fait plaisir. Hein. Ça fait 2 courses de suite qui marquent des gros points. Il me semble qu'ils reviennent à 2 points d'Alpha Tauri grâce à lui, principalement, sans cracher sur Lens, parce que j'ai rien contre Lance Stroll. Ouais, c'est ça. Et puis il a fait les dépassements qu'il fallait aussi. En plus de profiter, mais Pierre c'est pareil, il se retrouve P3 grâce à des comment je fais ça, des faits de course en quelque sorte, quoi, des abandons, mais aussi par rapport à sa bataille avec Charles qui remporte, etc. Donc voilà. Du côté de Seb, c'était une course excellente, il a été élu Driver of the Day et c'est assez logique pour moi. Ça fait 2 fois de suite hein, en passant, à Monaco c'est pareil, puisqu'il finit 4 je crois ou 5. À Monaco, en partant je sais plus combien. Donc je pense que mentalement là ça... Du côté de Seb, mentalement là ça revire complet. Au final je suis très content pour lui et j'espère que ça va continuer. Et puis j'ai le feeling qu'en Azerbaïdjan clairement je trouve qu'on a vu qu'il a... Là il commence à prendre la mesure de cette simili Mercedes qui est l'Aston Martin. Et c'est que du positif pour Aston, etc. quoi. Du côté de Lens, ouais, départ 19ème, il tente, forcément il part en pneu dur et il tente d'étirer un très long relais avec les hards. Encore une fois, taper sur Pirelli, etc. Moi j'ai du mal avec ça, je suis pas totalement d'accord, sont pas 100% responsables. Les équipes jouent avec le feu aussi, hein, et tirer des relais comme ça, des fois au-delà de la fenêtre que Pirelli leur suggère en tout cas. Combiné aussi à la surchauffe, on l'a entendu dans la radio de Max, comme je le disais sur Discord, que vers la mi-course ou même première partie de la course en tout cas, on disait à Max son pneu arrière gauche ou arrière droit, il est en termes de température, il était un point critique et forcément ça peut être très dangereux. Là dans le cas de Lens, à mon avis, l'usure a été totale, plus la température qui a fait que ça l'a envoyé dans le mur quoi. Eh oui, totalement. C'est dommage parce que Lens il était 4 il me semble au moment de son pit stop. Sébastien a tiré son premier relais en soft avec des softs 9. Et je pense, vraisemblablement le fait qu'il ait tiré ce relais là, ça a été safe en tout cas vu qu'il a fini la course. Là, je veux dire par là ils ont joué mais pas jusqu'à la limite en fait du côté Sébastien Vettel, ça a payé. Du côté de Lens je pense que c'était peut-être un peu trop, puis je pense qu'à mon avis il donnait tout parce que l'idée c'était de se couvrir de certains autres en bas quoi, j'imagine. Je sais pas qu'est-ce qu'il visait à peu près Aston Martin du côté de Stroll à couvrir en quelque sorte. Dans tous les cas ça a pas marché, c'est très dommage parce qu'encore une fois il était 4, il y avait un bon rythme à l'air de rien. C'est très dommage quoi, puis ça s'enchaîne. Il me semble qu'à Monaco pour Lens ça s'est pas tant bien passé que ça, ou en tout cas il finit peut-être 10 ou 9, mais il me semble qu'il est un peu nulle part aussi, alors que Seb lui à l'inverse ça part complètement dans l'autre sens quoi. Donc d'un point de vue équipe, autant Seb marque des gros points ce week-end, c'est super, il se rapproche d'Alpha Tauri je pense encore une fois, on verra ça un peu plus tard. Et là c'est pareil, hein, c'est pareil pour toutes les équipes, hein, quand t'as qu'un seul pilote qui score des points, c'est tricky quoi. Ah oui bien sûr, mais à Monaco et en Azerbaïdjan, Sébastien Vettel il a tout misé. Son expérience a été cruciale. Davantage à Monaco parce que c'est un circuit très compliqué, etc. Il a très bien géré. Là aussi il a mené une bataille contre Gasly à Monaco qu'il a remporté. Il avait Hamilton aussi derrière lui. Ça s'est super bien passé quoi. Donc bon, d'un point de vue équipe, bilan d'un point de vue équipe, il marque des gros points certes, mais c'est quand même dommage parce que dans l'idée, la strat côté Lens, elle était pas dégueulasse quoi. La musique, tu as entendu, ça semble. On a à fond. Ouais, c'est sûr. En passant d'ailleurs sur la relance à 2 tours de la fin, comme j'en avais plus ou moins parlé aussi en privé sur le Discord avec mon vice-président du Discord,
C'était Vettel qui avait le meilleur avantage puisque c'était le seul vraisemblablement avec encore des pneus soft neufs. Et quand on regarde la vue aérienne du au départ, Vettel se retrouve quasiment à niveau d'Hamilton il me semble. Ou de Perez, je sais plus. Mais en tout cas il est au niveau des deux autres. Premier virage, donc il part super bien. Après derrière bien sûr la Aston Martin n'a pas le rythme de la Red Bull etc. Et malgré tout il a tenu sur la P2 face à une AlphaTauri qui est très compétitif quand même, l'air de rien quoi, cette saison. Donc c'est pas mal fait, et puis les Ferrari malgré tout avec des pneus neufs, ça, en théorie c'était quand même mieux quoi, avec la voiture très légère en fin de course etc. Et Vettel est resté devant quoi dans tous les cas. Pour Lewis, bah, on peut en parler vite fait. En fait, au départ, il presse sur un mauvais bouton sur son volant qui fait que ça dérègle sa balance de frein. Tout simplement. En fait, généralement, Lewis Hamilton, quand il prend ses départs, vous regarderez les on-board, mais il met tout le temps sa main gauche au-dessus. Il cache le haut de son volant à gauche. Ah, ils ont pas dit ça, ils ont pas dit que c'était le karma. Il met sa main gauche au-dessus là, et puis il cache de quoi. Et probablement que c'est un bouton justement par rapport, comme le disait Lewis, par rapport à la balance des freins, etc. Non, c'est vrai, il l'a dit lui-même. Pardon, il l'a dit lui-même, en fait, en accélérant, sans le vouloir, il y a, je pense, un de ses doigts qui a ripé sur le bouton. Non, moi je pense pas au final, parce qu'en vrai, tout se passe bien jusqu'à un certain point. Sur le coup, j'en ai parlé avec toi, moi aussi je pensais qu'il forçait. Enfin, il force. Il a forcé un peu, c'est un fait, parce qu'il est arrivé à hauteur de Perez, mais le blocage des roues il est soudain, et puis bon, j'allais dire il va pas vite, si il va vite à ce moment-là, mais t'as quand même le feeling que sa manœuvre elle se passe bien, puis d'un coup ça part droit, tu sais. Ah, j'imagine, ouais. C'est le karma, écoute. C'est pris un retour de karma. Ah oui, c'est sûr. S'il fail pas dans tous les cas, il est devant parce que sa manœuvre est faite. Hein. Comme je te l'ai dit, Perez il ferme la porte, mais il laisse la place qu'il faut et c'est complètement fair hein, ce qu'il fait Perez. C'est normal de faire ça. Il laisse la place et tout, puis tu vois que Lewis commence à s'écarter un pas à droite pour prendre extérieur-intérieur le virage. Logiquement, Perez aussi se décale un peu, donc c'est genre j'ai perdu le duel quoi d'un sens dans ce virage là. Et puis à ce moment là il fail sur le bouton ou quoi et il part tout droit. Ouais il y a ça. Malgré tout il a joué un peu à l'intox avec la communication où il dit enfin il a joué à l'intox. Il dit genre le championnat il est long quoi et puis il sous-entendait une P2, si c'est P2 ce sera une P2 et puis vaut mieux prendre 18 points que 0 quoi. En fin de compte je pense qu'il y a quand même le vrai fail sur le volant et il se retrouve à prendre 0 points. Ouais et puis c'est ça, tout le monde écoute, il le sait très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure à Tuki il me semble, c'est un peu plus logique, même si c'est sale. Il est pas con, Hamilton, il sait ce qu'il fait. Dans tous les cas, il sait ce qu'il fait. C'est comme quand il répète à longueur de course, mes pneus sont morts, etc. Blablabla. Il s'attend à quoi? Il s'attend à quoi en disant ça? Il s'attend à ce que les autres devant, ils relâchent un peu la pression ou le rythme. Et puis lui, il remet les gaz. Et ça se passe souvent comme ça, en fait. Mais bon, de plus en plus, notamment du côté de Red Bull, on a vite compris ce que raconte Lewis à la radio. Des fois aussi c'est sa parano quoi, et lui il croit sérieusement que ses pneus sont morts, puis son équipe lui dit pas de problème, puis le tour d'après il fait le meilleur tour en course. Enfin bref. Stratégie. Voilà du coup pour Aston, hein. Great job Seb, dommage pour Lance. Moi j'en ai marre aussi qu'on tape sur Stroll, je suis sûr que sur les réseaux sociaux il doit prendre tarot le garçon alors que il fait du bon boulot moi je trouve chez Aston et chez Racing Point l'année dernière aussi il faisait du bon boulot. Là c'est juste pas de chance pour lui quoi, dans tous les cas. AlphaTauri. J'ai ma couille. Yuki Tsunoda par 7ème termine 17ème. C'est propre en soi. Je pense qu'il aurait pas, enfin, il finissait clairement pas 7ème. Il est pas
C'est pas trop ça, Tsunoda ces derniers temps, il a encore craché la voiture en plus ce week-end, donc je pense qu'Helmut Marko il va finir par lui mettre à pied bouche quoi, c'est une certitude. Mm, mm, mm. Bah c'est énorme mais il contre-perf Tsunoda. Il contre-perf parce qu'il veut compenser ce que Gasly propose, avec l'expérience qu'a Gasly avec cette voiture là. Et puis on le voit faire pas mal de bourdes. Alors la plupart le diront, je pense que Christian Horner du côté de chez Red Bull, Gasly doit avoir 24, peut-être 25, je pense. Ou 20, ouais peut-être 23, 24. C'est normal pour un jeune pilote comme Tsunoda de planter de temps en temps la voiture. C'est normal. Il pousse fort, il la connaît pas. Pas presque toléré. Mais là ça se répète. Et il est zéro proche. Bon, en qualif ce week-end, je veux bien lui admettre qu'il était quand même assez proche de Pierre. Ils font 4 et 6 je crois, ou 4 et 7, un truc comme ça. Il est vraiment proche de Pierre en qualif. En course il était pas là en fait. En course il était clairement pas là quoi. Et tu sais comment ça se passe chez Red Bull, hein, même chez AlphaTauri, comme ça appartient à Red Bull. Si tu perfs pas, tu dégages. Tsunoda il avait confiance en lui en le plaçant dans la voiture. Bon après il y a aussi l'affaire de Honda etc. Comme Honda est motoriste japonais, Tsunoda japonais, forcément il voulait placer un japonais là. Il y a aussi le fait que Tsunoda dans les catégories inférieures il torchait pas mal, il était très bon et il y en a beaucoup qui le voyaient comme un futur champion du monde de F1 aussi. Maintenant c'est pareil hein, que les autres, comme je disais, Alonso etc. Tsunoda il découvre la voiture, ça fait que quelques courses, il faut le temps qu'il s'adapte etc. Pierre la connaît super bien. Avec certaines circonstances, certes, mais il a quand même gagné Monza l'an dernier avec sa voiture, donc. Non, c'est pas la même chose quand tu changes d'une catégorie à une autre, mais ça n'empêche pas. Tsunoda, c'est un japonais, tu le sais, toi en tant que fan de l'OM, les japonais, la mentalité, etc. quoi. Ça lâche rien, c'est des fighters jusqu'au bout, même sur 2 jantes, il va aller au bout de la course, etc. Pour l'instant, sa Anne, elle suffit pas. Puis c'est pareil, il y a un truc qui est détestable, je trouve, avec lui. Il est jeune après, hein. Mais on dirait un rageux, en fait. On dirait un fucking rageux. Tu l'entends à la radio, à un moment donné, il dit ferme ta gueule à son ingénieur. Qui n'ait pas envie de se faire parler à la radio parce qu'il est en train de rouler, je peux comprendre. Mais il peut le dire la chose différemment. Là, c'était un shut up, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, il est pas mauvais. C'est clair qu'il est pas mauvais. Alors par contre, dire qu'il... Je suis pas... On a le droit de pas être d'accord, hein, Simon, mais... Dire que Tsunoda est meilleur que Ricardo, c'est non, clairement. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, si tu compares au Ricardo actuellement chez McLaren, c'est comme avec quand il est arrivé chez Renault, Ricardo, pour l'instant, il comprend pas la voiture, etc. Là, il passe d'une Renault à une voiture qui est motorisée Mercedes, etc. Il a un peu de mal, certes, mais moi j'estime malgré tout que Ricardo est meilleur que Tsunoda. Et sur les derniers Grands Prix, en plus, je trouve que Tsunoda démontre rien en fait. Ok, ok, ok. Ok, effectivement. Actuellement, oui. Je pense aussi que Tsunoda est meilleur que Ricardo. Effectivement. Malgré les erreurs de Tsunoda. Du côté de Pierre, qu'est-ce qu'on dit du côté de Pierre? Grosse course hein, de Pierre. Il se fait manger au départ par Sergio Perez, donc comme on a vu dans les temps forts. Bel extérieur de Sergio Perez en passant. Ouais non, c'est sûr, c'est sûr. En qualif ça compte aussi, hein, être quand même assez proche de Pierre. Peut-être Pierre on dit accélère, bah, je pense que là il peut décélérer clairement là, vu ce qu'il a donné. On a vu des brides de sa course à Pierre, après il était dans le rythme, hein. Il me semble qu'il n'a pas été largué par Perez sur la première partie de la course, etc. Par rapport à Vettel, Vettel, on en a déjà parlé, c'est incroyable ce qu'il a fait dans tous les cas. En dehors de ça, sa bataille avec Charles, hein, surtout qui était belle. Ouais, à la fin, ouais, c'est ça. La bataille avec Charles Leclerc elle était belle, elle était propre.
L'avantage qu'il a eu, c'est que Charles il le passe relativement tôt sur la ligne droite descendre, et de ce fait, lui il peut reprendre la spi. Et il repasse dans le premier virage aussi vite quoi. Bah Charles pneu dead je pense pas, mais c'est surtout à l'aspiration etc quoi. Puis la Ferrari en rythme de course c'est pas ça non plus en vrai. On l'a vu hein, il part premier, il finit 4 ou 5 Charles. Ouais mais je pense que du côté de Red Bull il s'en fiche dans tous les cas. Dans tous les cas, du côté de Red Bull, ils s'en fichent, et même si j'aime bien Red Bull Racing, qu'est-ce qu'ils se disent, tu crois? La plupart des podiums que Pierre a obtenus avec l'AlphaTauri, ça a été avec des circonstances. Et il fallait être là, hein, je dis pas le contraire, hein, au Brésil en 2019. Ouais, c'est en 2019, ouais. Au Brésil en 2019, il a les circonstances du crash entre Alex Albon et Lewis Hamilton qui font qu'il se retrouve deuxième. Il lutte contre Lewis quand même dans les derniers virages, faut le faire. Et il finit P2. À Monza l'année dernière, il y a Lewis qui prend une pénalité pour s'être arrêté sous drapeau jaune. Puis les Red Bull sont nulle part, je crois, en course. Et là, pareil, il y a Max qui se met dans le mur, Lewis qui rate son redépart. Mais ça n'enlève rien, encore une fois, il est au bon endroit au bon moment. Ouais, c'est ça. Représente les baguettes. Il est bon, après, en dehors de ça, l'AlphaTauri, cette saison, comment dire, ben, déjà l'an dernier elle était pas mal, mais là elle a encore plus progressé. Aux essais hivernaux, j'avais le feeling la hiérarchie, sérieusement. Et bon, les essais hivernaux, c'est ce que c'est. Et la hiérarchie, on aurait dit que c'était Red Bull premier, AlphaTauri deuxième, et puis McLaren, Ferrari derrière. Les Mercedes, ils étaient clairement pas bien aux essais hivernaux. D'un seul coup, bon, Mercedes, comme je dis à chaque fois, un claquement de doigts, ils se réunissent tous et le lendemain, la voiture était au taquet à Bahreïn, quoi. Mais en dehors de ça, on le voit, l'AlphaTauri, elle est malade. Oh oui, mais il a été... Tsunoda, c'est le week-end où il a été le plus près de Gasly dans tous les cas. Bah tu sais très bien qu'Alim il chante s'il gagne Charles, il est pas français. D'un point de vue comptable pour AlphaTauri, là, pour en finir avec AlphaTauri, 7ème place pour Tsunoda, 3ème pardon, là j'ai craché, pour Gasly, ça fait un petit paquet de points quand même, c'est important parce qu'ils sont en lutte avec Aston Martin et puis ils sont pas forcément largués par Ferrari et McLaren il me semble. Exactement. Bah oui, oh oui. Et bon, est-ce qu'il y a des paroles à l'hymne monégasque? I don't know, je suis pas sûr de ça. Non, j'en sais rien. Donc c'est très bon pour AlphaTauri, en tout cas tous les deux dans les points, ça fait zizir. Alpine, Ocon départ 12ème, termine pas la course, Alonso départ 8ème, termine 6ème, bénéficie aussi de ce qui s'est passé devant, mais il a fait une course solide, hein, Nando, pas facile pour lui. Ce début de saison, retour en F1 pour Fernando après 2 saisons off, c'est pas évident non plus. Les F1 ont eu le temps de changer en 2 ans. Je me permets d'estimer que ce week-end, il a enfin pris davantage la mesure de l'Alpine par rapport au Grand Prix précédent. On va voir si ça se poursuit avec le Grand Prix de France dans 2 semaines, mais une arrivée dans le point, je pense que c'est sa première fois. Non, c'est sa 3ème fois, il me semble, dans les points à Fernando Alonso. Du côté des Esteban, malheureusement, on n'en aura pas vu grand chose puisqu'il a eu son problème mécanique assez tôt dans la course, hein, il me semble. Voilà, c'est très dommage. Après, bon, qualifié 12ème, il était en dessous quand même de Fernando. Puis les Alpines en général, malheureusement, en course, en rythme de course, elles sont un gros down. Clairement, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Ça fait 4 petits points peut-être. 8ème place pour Alpine. Voilà, ils sont pas forcément largués non plus, mais bon, il va pas falloir tarder à marquer, à scorer quand même, parce que quand t'as Pierre qui fait des P3, P4, P5, Vettel qui s'amuse à faire P4, P2 là, ça va vite.
Mais ça va vite d'un sens comme d'un autre en soi. Quoi. Ferrari. Ça c'est clairement révélateur que le rythme en course de Ferrari c'est pas ça, combiné aux erreurs notamment du côté de Sainz qui a commis une erreur qui lui a coûté quand même assez cher. Charles part premier, finit 4ème, Carlos part 5ème, finit donc 8ème. Comme je disais, Carlos il fait un tout droit avant le château, il coûte pas mal de place, puis sûrement 7 pneus aussi ma foi. Du côté de Charles il y a la bagarre avec Vettel sur une relance après safety car. Où il bloque aussi ses pneus, il y a 2 doigts de ramasser Vettel. Pardon. Il y a 2 doigts de ramasser Vettel dans le virage 2. Vraiment proche. Hein. Il finit P4. Je refais tout le temps le film par rapport à Hamilton Verstappen. Il a dégringolé assez logiquement là où il devait dégringoler, j'ai envie de dire, d'un sens vis-à-vis de Red Bull et Mercedes. Enfin. Pour le coup, il n'y avait plus de Mercedes dans le top 5, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais il fait P1, mais faut pas oublier que la qualif elle se termine sous drapeau rouge. Et donc, alors que Verstappen est en train de signer les meilleurs secteurs, dans le secteur 1 et 2, que Perez aussi, il me semble que Perez a un meilleur secteur 1 derrière Verstappen. Donc à ce moment-là, Et puis Hamilton, faut se rappeler aussi qu'Hamilton, sur son tour chrono qui lui donne la 2ème place, dans le dernier secteur, il slide sur le vibreur à l'entame du 3ème secteur en fait. Donc là il perd quelques dixièmes, et les quelques dixièmes ils sont en retard sur le temps de Charles. Il y a plein de circonstances, maintenant c'est tel que tel, hein, il a quand même fait premier, c'est quand même marqué ça quoi, au final. Non c'est ça, on sera jamais... Après, encore une fois, à Monaco, sa P1, il avait largement ses chances pour la convertir en victoire. Parce qu'à Monaco, c'est quasi impossible, voire plus du tout possible de doubler, puisque les F1 sont très très larges aujourd'hui. La seule manière de doubler à Monaco, c'est les pit stops ratés ou réussis, etc. Les stratégies en général, quoi. À Bakou, forcément, avec la longue ligne droite, même si la Ferrari est pas dégueulasse, et bon, voilà. Ouais, chez lui ça aurait été beau, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Ah oui, bien sûr. C'est sûr, ça c'est... On peut tout refaire, quoi. Dans cette optique-là, tu peux tout refaire. Lewis, il rate pas son restart, il fait P1, il marque 25 points, prend une vingtaine de points d'avance sur Max, 20 points pile d'avance, etc. Au final, les choses sont ce qu'elles sont, quoi. Pareil pour Charles à Monaco, hein. Charles s'il se met pas dans le mur à la fin des qualifs, parce qu'en Ferrari ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le fait qu'il prend pas le départ du Grand Prix à Monaco, c'est tout simplement à cause de son crash à la fin des qualifs, là ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Voilà, mais bon ça les choses sont ce qu'elles sont quoi. Puis voilà, après du côté de Carlos, Carlos c'est pas largué par Charles en course, hein, en soi. Là, malheureusement, encore une fois, il commet une erreur, mais en dehors de ça, il est propre. Non, c'est ça, mais étant donné les circonstances, encore une fois, on refait le film, mais étant donné les circonstances, mais après c'est pareil, McLaren au final, ils font pas, ils sont derrière Charles. Et au championnat du monde, c'est McLaren et Ferrari qui se bataillent globalement pour la 3ème place constructeur. Les McLaren sont pas là non plus. Mais en retirant les Mercedes et les Red Bull en avant, t'avais les 2 Mercedes en moins et une Red Bull en moins. Sur le papier, tu te dis Ferrari, McLaren jouent la 2ème et la 3ème place de cette course. Et il y a les stratégies, etc. Et puis d'autres faits de course aussi qui sont rentrés en compte, quoi, au final. Ouais, mais je pense pas qu'il est le seul là, pour le coup, Leclerc, parce que bien sûr qu'il sait que Mercedes et Red Bull, ils sont intouchables presque. Ils sont au-dessus du lot quand même, Mercedes et Red Bull, donc l'idée pour lui c'était au premier tour, il tient la position, puis après il tient le plus possible. Il a essayé de défendre, mais avec le DRS, quoi, il n'a pas existé en ligne droite. Verstappen, Hamilton l'ont ramassé, et même Perez à la suite. Donc.
À la fin avec Pierre, ouais, ça se joue à rien, mais à la base, l'AlphaTauri joue pas une Ferrari et une McLaren. D'une certaine manière. À peu près, quoi, mais dans la hiérarchie, on voit quand même AlphaTauri en dessous de McLaren et de Ferrari. Mais bon. Le truc, c'est que là, en fin de course, en plus, il se retrouve avec une quantité d'essence ridicule, vu qu'il reste 2 tours de course. Et avec des pneus plus ou moins neufs, puis ça dépend de combien de tours les pneus de Charlie avaient, combien de tours ceux de Pierre avaient, etc., etc. Bref. Au final, Pierre a bien réussi son coup aussi, quoi. Pour le coup. C'est ça, c'est ça. Puis là, l'AlphaTauri marche quand même bien au final, comme je le disais. C'est assez contradictoire ce que je dis, mais l'AlphaTauri marche quand même bien. Puis avec sans essence, c'est quand même une fusée, quoi. Du coup, voilà, Ferrari marque quand même des bons points aussi, hein, 8 et 4. Ils sont passés devant McLaren, ils sont passés 3ème au championnat constructeur, il me semble, dans tout ça. On va voir ça après. McLaren. Lando Norris qui devait partir 6ème et qui a pris 3 places de pénalité à la suite d'un non-respect de drapeau rouge à la fin des qualifications hier. C'est assez dommage. Je rappelle qu'il a pris 3 places de pénalité sur la grille. Il a pris 3 points au moins sur son permis à points par rapport à ça. J'en parlais tout à l'heure, je trouve ça excessivement sévère, notamment les 3 points sur le permis. Parce que ça se joue pas à grand chose, quoi, l'histoire. Où ils lui disent forcément il y a drapeau rouge, donc toutes les voitures doivent rentrer au stand, hein. C'est le principe. Et lui il rentre pas en fait, parce qu'on lui c'est confus, et puis au bord de la pit lane quand on le contacte, et il est quand même à une vitesse je pense assez élevée, et il peut plus rentrer je pense dans la pit lane à ce moment là, et il prend une pénalité pour ça. Sur son permis à points, oui, les pilotes F1 ont des permis à points. Pas sur son vrai permis de conduire, hein, il peut encore... Je sais même pas si c'est le permis d'Lando Norris en plus, un doute. Ah, c'est possible, c'est lui qui a permis. Si, bah, tu le vois sur les caméras embarquées, etc. Mais malgré tout, je pense qu'ils ont considéré, étant donné que c'est un drapeau rouge qui a des commissaires sur la piste et une grue, avec ce qu'on a vu par le passé, le fait qu'ils soient restés un tour en piste, qu'ils repassent à côté de la rue, etc. Eux, je pense que ça leur a suffi pour dire c'était dangereux, c'est pas possible, quoi. Alors maintenant, peut-être la vitesse en tant que telle, moi de ce que j'ai vu, elle était peut-être pas non plus hyper excessive sa vitesse, donc peut-être qu'il pouvait bifurquer quand même, mais faut pas oublier que la pit lane en Azerbaïdjan c'est un S à l'entrée. Tu sais, si t'arrives en survitesse, quoi, tu vas te tanker au milieu du S quand même. Normalement. Ils sont déjà passés. Le drapeau rouge de Max. Le drapeau rouge de Max c'était en essai. Pas en qualif. Ah, tu veux dire en course? Tu veux dire en course? En course ça peut être problème par rapport à ça. Parce que ouais, Perez et Hamilton passent, puis le drapeau rouge arrive à ce moment là, et puis là... Il me semble que les autres rentrent même pas au centre tout de suite là. Il me semble qu'ils font quand même le tour, ils passent à côté de la voiture de Max, et après ils rentrent tous dans la pit lane pendant le drapeau rouge. Il n'y a pas de radar. En même temps, il a pas vraiment besoin de radar. À la vitesse où ça va, le radar il marche pas là. Il change de planète, il comprend rien. Donc là, si voilà, c'était pas un problème. Par contre, pendant les qualifs, tout le monde quasiment est rentré à ce moment-là et Norris, lui, il a continué. Apparemment, parce qu'il était en survitesse et que c'était un peu tard pour lui dire rentre. Le problème, c'est que avant les stands, il y a un panneau lumineux qui lui a clignoté en rouge aussi. C'est ça le problème. C'est comme Lewis Hamilton quand il prend, quand il s'est enlevé son chrono l'année dernière en Autriche parce qu'il garde sa vitesse de course en fait sur son tour alors qu'il y a un drapeau jaune, c'est-à-dire qu'il y a un danger sur la piste. Il est censé lever le pied à ce moment-là. Et il ignore le drapeau jaune alors que ça clignote à côté de lui. T'sais. Donc il se fait retirer son temps. Là dans le cas de Norris, il y a quand même le drapeau rouge qui flash. Et malgré tout il rentre pas, il continue. Alors peut-être qu'il avait quand même le temps de décélérer, de rentrer au pit. Ça n'empêche pas que la pénalité de 3 places, elle est valable. Les 3 points sur le permis,
En sachant que lui il écoute aussi son team, hein, c'est son team qui lui dit ben vas-y. En soi ça servait à rien en plus hein, qu'il lui dise ça parce que il y a drapeau rouge. si jamais il y avait la possibilité qu'il était pas en survitesse, c'était ridicule de lui dire refais un tour. Quoi. Parce que, mais il me semble... Après je peux me tromper là quand j'essaie de me remémorer la chasse parce que j'ai rien noté comme d'habitude, mais il me semble que forcément il est sur un tour chrono et il est pas loin de la ligne d'arrivée, donc je pense qu'il veut aller au bout de son tour chrono, mais dans tous les cas il y a drapeau rouge, donc même son tour et il est pas valable dans tous les cas. Si c'est ça le fait, qu'il voulait finir son tour chrono pour valider un tour chrono important, ça marche pas. En ayant un drapeau rouge qui flash au-dessus de sa tête. Bah, il me semble que ouais, malgré tout, ils lui disent vas-y ou un truc dans le genre quoi. Ou alors ils lui disent peut-être de pitch, je me souviens plus exactement pour être franc là. D'un seul coup j'ai un doute parce que je suis en train de me remémorer qu'il y a peut-être moyen que lui veuille aller au bout de son tour chrono. Pierrot, c'est pas l'heure. Il va au bout de son tour chrono malgré tout en fait. Je pense. Si c'est ça, par contre, là, il mérite ses 3 points sur le permis. Il faudrait que je revoie. On va voir après. On va regarder les news des dernières semaines en F1 et puis ce qui s'est passé un peu ce week-end très rapidement. On va survoler ça. Là, on continue vite fait avec McLaren. Vite fait. Norris qui finit quand même 5 en partant 9 du coup, vu qu'il prend 3 places de pénalité. Ricciardo par 13 termine 9. Ricciardo qui s'est crash hein, en qualif, faut rappeler. Ouais, probablement. Je vois jamais l'apéro, donc ça règle mon problème. Dans les points tous les deux, Ricciardo une course anonyme, hein, toujours en difficulté avec la McLaren, mais encore une fois il rentre quand même malgré tout dans les points, ce que Valtteri n'a pas fait. Ricciardo lui c'est pas dans le même virage que les autres. Attends, Ricciardo lui c'est là où Tsunoda se plante en fin de qualif. Donc on peut dire pareil que les autres. Il y en a 2-3 qui sont allés au virage 15 et eux c'est dans le virage 3 que ça s'est passé. Là où Sainz est parti aussi en spin et il est allé se manger un mur de béton à cause de l'erreur de Tsunoda justement. 2 points pris par McLaren, pas forcément gros, important les points. Ni Bottas ni Hamilton dans les points comme Ricciardo. Ouais, Sainz il a été pris au dépourvu en qualif parce que il voit les pneus qui ont... Enfin, il voit Tsunoda qui a bloqué les pneus loin, il voit la fumée. Puis dans la radio, on doit lui dire il y a Tsunoda qui est planté dans le virage, ralentit, il prend pas le virage à pleine vitesse ou tu le bourres. Et lui, à ce moment-là, il est genre quoi? Il est en pleine phase de freinage et il part tout droit. Bref. C'est pas des gros points du coup pour McLaren, mais ça reste des points. Et en soi, d'un sens, au championnat du monde, n'importe quel point est bon à prendre, surtout au milieu de peloton, puisque eux vont se livrer une bataille jusqu'à Abu Dhabi, si Abu Dhabi il y a, bien sûr. Ah, bien sûr, des coupes, l'attitude. Donc c'est ça, ouais, les moindres points sont bons à prendre, donc. C'est un peu une contre-perf dans le sens où ils ont même pas bataillé réellement en Ferrari ce week-end. Et d'un autre côté, c'est des bons points pris par McLaren, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Je suis pas tant un spécialiste McLaren, c'est ça un peu mon avis. C'est des bons points pris, mais ils étaient pas dans la bagarre avec McLaren. C'était plutôt AlphaTauri du coup qui était plus dans la bagarre. Red Bull pour Max, ouais. Départ 3ème pour Max, abandon à l'arrivée. Départ 6ème pour Perez, termine premier. Alors Perez il a fait quand même une course assez extra. Perez ce week-end, il était totalement dans le coup. Et même par rapport à Max, je trouve qu'il était totalement dans le coup. Ah oui, mais de fou. Lui, il faut savoir que chez Red Bull, il a la pression en permanence. Même s'il vient d'arriver, etc. Comme Gasly, ça a été le cas, avec une demi-saison dans les pattes, il s'est fait dégager. Albon, il se retrouve pilote de réserve chez Red Bull après une saison, il s'est fait dégager, il est parti faire du DTM. Ça va très vite chez Red Bull si ça performe pas. Et ce que Red Bull veut, c'est pas que Perez lutte réellement avec Max
ou le surpassent, mais c'est qu'ils le suivent suffisamment comme aujourd'hui pour scorer des gros points au championnat, notamment constructeur, et puis bien sûr servir de second couteau pour que Max aille chercher le championnat pilote. Aujourd'hui c'était exactement ce que Perez a fait en fait. La course qu'il était en train de faire c'était exactement ça, il était en mode bon lieutenant comme Bottas habituellement avec Hamilton. Il était en mode bon lieutenant, alors ça veut pas dire pour autant que si Perez aurait été proche de Max, il aurait pas essayé de le jouer. Je pense malgré tout que Perez, avec l'expérience qu'il a et puis la combativité, s'il aurait eu ses chances, il aurait tenté de jouer Verstappen proprement, mais il aurait essayé de le jouer. Mais dans tous les cas, il faisait exactement ce qu'il fallait. Il larguait pas Hamilton, mais il le bouchonnait comme il fallait. On pourrait dire là, même si par phase Hamilton, encore une fois avec la sauvegarde des pneus, etc., il régressait un peu, puis il revenait derrière, etc. Mais en tout cas, Perez faisait le travail qu'il fallait, quoi, dans tous les cas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qui lui a plus ou moins été dit à la fin de la course par Christian Horner, le team principal de Red Bull. C'est que. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que malgré tout, c'est un peu normal aussi d'avoir ces propos-là, mais c'est pas tous les pilotes qui ont ce propos-là en disant je suis désolé pour Max. Une de ses premières réactions à Perez après la ligne d'arrivée, c'est je suis désolé pour ce qui est arrivé à Max. Hein, ça montre le truc. Ça montre malgré tout que l'esprit d'équipe, des fois, il est quand même là, quoi. Bah après, c'est quand même dommage pour Max aussi, hein, faut être réaliste. Je veux dire, il mène quasiment toute la course pour ce qui est arrivé, quoi. Ouais, et puis sa team lui a dit exactement qu'il méritait la win, etc. au final. Même s'il a failli se faire bouffer par Lewis sur restart dans les 2 derniers tours. Même. Du côté de Max, encore une fois, vous le savez, moi je suis pro Red Bull, mais je considère quand même que. Ben, même si on peut mettre la faute d'une certaine manière du côté de Pirelli, mais pour moi, de façon infime, c'est de la faute de Pirelli. Super. Du côté de Max, je considère toujours que même si il est arrivé. Il me semble que chez Red Bull, il a débarqué à peu près en 2016. Vu qu'il gagne le Grand Prix de Barcelone, le premier Grand Prix qu'il fait avec Red Bull, il le gagne. Je me souviens que même chez Toro Rosso, qui est maintenant AlphaTauri, c'était une tête brûlée, quoi. C'était un gamin immature, et puis en mode push, yo, ça va quoi? Je ne sais pas lequel t'es, mais salut. Ça a toujours été une tête brûlée immature, Verstappen, puis depuis 2019 à peu près, il a salement pris en maturité. C'est ça, depuis 2019 il a salement pris en maturité, je trouve qu'il était... Ouais ça va, merci. Très bonne course aujourd'hui, moi je suis très content, je me suis bien marré. Donc il a pris en maturité. Mais aujourd'hui... Enfin, ce qui lui reste un petit peu d'essence immature, même si ça reste propre à un compétiteur, un pilote de course auto, comme un joueur de foot, etc. Il va tout le temps vouloir donner son 300%, même s'il est overcramé. Là, dans le cas de Max, il veut donner son 100%, il va enchaîner les tours chrono, etc. Aussi potentiellement à la recherche du meilleur tour en course pour ramasser un point de plus au championnat. Moindre point compte au championnat pilote, je le rappelle. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que pour moi, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que Perez faisait le travail, de mon point de vue. Hamilton passait pas Perez. Parce que la Red Bull, comme Hamilton l'a dit à la radio, dans les coins, dans le secteur sinueux, au château, etc. Il semble. La Red Bull marchait bien, etc. Non, il n'y a pas besoin de donner à fond parce que Perez faisait exactement ce qu'il avait à faire, même si bon, inconsciemment il faisait ça, j'ai presque envie de dire. Lui il est quand même là aussi pour rouler à fond et puis pour aller chercher le plus de points possible. Mais en soi, indirectement, ouais, à peu près, ça dépend. Il faisait le bouchon en fait. Hamilton il était là, mais il faisait le bouchon. Ouais, c'est ça. Ils étaient à 6 tours de la fin. Il me semble quand ça arrive. 6 ou 8 tours de la fin. Si je me trompe pas là, si quelqu'un veut me corriger.
à peu près à 6-8 tours de la fin, je crois. Donc, il fait le bouchon sur Hamilton. Peut-être qu'à un moment donné, le bouchon aurait sauté. Peut-être qu'Hamilton aurait fini par passer 5 tours, merci. Ça n'empêche pas que Max il avait 5 secondes ou 6 secondes d'avance sur Perez. Certes, c'est pas beaucoup hein, quand il pense 5-6 secondes, mais en F1 c'est quand même un peu conséquent. Donc dans ces 5-6 secondes là, il pouvait se permettre de moins pousser sur ses pneus, moins taper dans ses pneus. Puis juste avant, on a vu le graphique d'Amazon, il me semble. C'est Amazon qui propose. Je crois que c'est Amazon qui propose la plupart des graphiques en tout cas, mais on les salue. Big Boss, c'est le patron. Ouais, c'est ça. Perez était à 10%. On voyait les gommes de Perez et d'Hamilton. Perez était à 10% sur le train arrière, restant de gomme, entre guillemets, % de vie, on pourrait dire. Hamilton était à 20. Et comme je te le disais justement sur Discord, Hamilton était à 20 parce que sur certaines phases de course, il est assez intelligent pour dire. Faut pas oublier que quand tu suis une F1 aussi, bon là dans le cas de Verstappen il suit personne, mais quand tu suis une F1 de près, tu surchauffes encore plus la mécanique et les pneumatiques en soi. Donc Hamilton il se rapprochait de Perez. De temps en temps il faisait un petit décalage pour intimider. Puis ça bouchonnait un peu. Puis il reculait. La mécanique refroidissait, les pneus déstressaient entre guillemets. Puis il revenait. Il remettait un coup de pression, il redégageait. Il fait régulièrement ça. Et ça a donné qu'il s'est retrouvé avec un capital de pneumatique meilleur que Perez et Verstappen en fait. Après combiné aussi à la spécificité de la Mercedes, qui est quand même assez différent de ce que Red Bull propose en soi. Mais ça... Je suis perdu là dans mon explication. Vous voyez où je veux en venir quoi dans tous les cas. C'est là où Verstappen il est pas assez intelligent, c'est ça que je veux en venir. Pour moi il est pas assez, il est pas assez intelligent en course pour se dire je fais save un peu, puis ça va le faire. Il était au taquet, puis ça donne ce que ça donnait. Dans le cas de Stroll, ce qui est arrivé c'est différent parce que je pense malgré tout qu'il poussait, mais je pense aussi qu'ils ont clairement... Max pouvait aller au bout je pense, au final. Ouais mais il pouvait le faire pareil. Le faire pareil. Alors le risque qu'il aurait peut-être pu avoir dans les derniers tours c'est que Perez saute, qu'Hamilton saute Perez. Et là à ce moment là Hamilton il aurait tout donné pour se rapprocher de Max, en plus de Max qui est en train de save ses pneus. Et là dans les derniers tours il aurait poussé pour amener Max à taper dans les pneus et puis à give up en fait. Et dans la situation où c'était au final pour moi il pouvait se permettre de slow down, de save un peu. Puis à un moment donné peut-être de relancer la machine quoi. Et après ça se joue pas grand chose hein, d'un sens. Le fait que son pneu éclate à Max, bah t'es en retard ou c'est passé. C'est pas grave, c'est parce que je voulais te changer. Bah, l'expérience ça pas totalement win. Bah, à part du côté de Sébastien Vettel, mais du côté de Lewis l'expérience ça va pas tant payé. Du côté de Perez elle a payé aussi. Je pense, mais Perez a cette faculté là d'être gentil avec ses pneumatiques entre guillemets, d'être un bon gestionnaire pneumatique. Malgré tout ils étaient en fin de vie ces pneus, ça n'enlève rien. Et il a cette faculté là quand même quoi, à être un petit peu plus soft, plus expérimenté quand même que Max aussi quoi. Au final Max s'en sort très bien, on va passer du côté de chez Mercedes, Max s'en sort très bien. Et ça s'est pas joué à grand chose parce que à la suite de son abandon forcément se retrouver dans la panade de championnat du monde entre guillemets quoi. En tout cas avec une vingtaine de points de retard sur Lewis, puis Lewis parti deuxième termine 15ème avec l'erreur donc au restart avec le bouton sur le volant donc comme je vous expliquais tout à l'heure. Et du côté de Valtteri il part 10ème, il finit 12. Il gagne 2 places Valtteri grâce à l'abandon de Verstappen et à la bévue de Lewis Hamilton en vrai. Parce qu'en dehors de ça il est derrière les deux Alfa Romeo. Et il se fait jouer par George Russell une certaine partie de la course il me semble. Il me semble que pendant une certaine partie de la course c'est derrière Williams. C'est terrible pour Valtteri Bottas qui a la pression permanente de faire des résultats. Ouais.
Et puis d'être un second couteau qui ramène des gros points quoi auprès de Lewis Hamilton. Là ce week-end il était nulle part. La voiture aussi, comme je disais tout à l'heure, elle était nulle part. Bizarrement Lewis lui sort une perf, on sait pas de où. Et la voiture elle était nulle part. Le problème pour Valtteri c'est que George Russell chez Williams lui tape à la porte en permanence. Par rapport au CA6 c'est passé à Bahreïn quand George Russell a pris l'intérim du fait qu'Hamilton avait contracté le Covid. Tu sais. Alors comme je disais tout à l'heure, encore une fois, il faut compter sur une retraite de Lewis Hamilton pour voir Russell débarquer chez Mercedes auprès de Bottas. Mais voir une line-up Hamilton-Russell, ça n'existera pas. À moins que vraiment il lui ficelle un contrat du genre t'es pilote numéro 2, tu joues pas Lewis, etc. En course, tu restes saine, tu mets le clignotant si t'es devant et que lui doit marquer des gros points, tu mets le clignotant, tu le laisses passer, etc. etc. Mais ça m'étonnerait que ça arrive quoi, dans tous les cas. Je vois pas Mercedes changer son duo. Encore une fois, à moins qu'Hamilton décide de prendre sa retraite, ils changeront pas de sitôt de duo. Ou que, comme je disais tout à l'heure aussi, peut-être si vraiment Valtteri, contre perf de fou, se fait battre par les Williams et les Haas à la fin de la saison et tout. Ah oui, c'est compréhensible. En fait, eux, ils sont dans l'idée aussi. Ouais, c'est ça. Ils sont dans l'idée que le duo, malgré que Bottas c'est pas au niveau de Lewis, s'ils ont gagné des championnats du monde constructeurs ces dernières années, si Lewis a aussi sauvegardé certains championnats, notamment 2018 face à Vettel, c'est grâce à Valtteri que ça a arrivé tout ça. Parce que c'était un bon bras à gauche malgré tout, c'est pour ceux qui suivent la F1 depuis longtemps, c'était un peu Felipe Massa pardon, chez Ferrari, d'autres quoi, c'était vraiment le bon bras droit. Et c'est le bon bras droit. Là c'est sûr que bon, la contre-perf d'aujourd'hui, mais en soi, d'un sens, Lewis aussi en fin de compte, bah écoute, ils ont exactement la même F1, ça c'est un débat sans fin parce que on entend régulièrement des pilotes dire la voiture est un peu différente, etc. Alors bon, des fois c'est peut-être un peu pour se dédouaner, mais peut-être que c'est aussi. C'est vrai qu'à une époque c'était plus criant de vérité le fait que quand il y avait des évolutions mécaniques ou aérodynamiques, c'était le pilote numéro 1 qui les avait en premier lieu, et puis un peu plus tard c'était le numéro 2 qui les a. Maintenant aujourd'hui je pense que malgré tout elles doivent arriver, en tout cas chez les gros quoi, elles doivent arriver sur les deux voitures en même temps, Mercedes, Red Bull, Ferrari ça doit pas être un problème. Chez Haas on n'en parle pas en termes d'évolution cette saison, je le répète, il n'y en aura pas donc ils attendent de rien je pense les deux. Mais voilà quoi, du côté de chez Williams par exemple, même si le budget est en train de se relancer avec le rachat des Américains, je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle il y ait des vraies grosses évolutions chez Williams, étant donné aussi que le règlement, faut pas oublier, il change drastiquement en 2022 quoi. C'était censé être cette année, mais avec le Covid, tout a été reculé d'un an. Donc bon. Mais en final, ouais c'est ça, on sait pas d'un sens. On prétend que c'est comme la deuxième Red Bull, Pierre souvent il laissait entendre quand il était chez Red Bull que la scène a été différente de celle de Max, etc. quoi. En fin de compte, bon, en savoir Perez se rapprocher de Verstappen de mon point de vue et ça contredit un peu, disons, d'un sens les propos de Pierre à l'époque quoi. D'un point de vue comptable pour Mercedes c'est un 0 pointé, ça fait très mal. Red Bull a pris le large au championnat un peu, constructeur. Alors, un peu, hein, ça va vite aussi là, championnat constructeur, hein, si tu places ces deux voitures P1, P2, tu marques quasiment une quarantaine de points donc. D'ailleurs la Red Bull avait encore plus un gros coup à faire en faisant P2 justement au championnat constructeur en prenant davantage le large. Là il est pris un petit peu mais pas significativement comme ça aurait pu l'être encore une fois. C'est quand même... je pense que Lewis il a un bon mental etc quoi, je veux dire t'es pas cette fois champion du monde en claquant des doigts ou en tournant les pouces, c'est quand même tout un athlète. Malgré tout, il le sent là, hein, avec Monaco où il fait P7 etc. Il sent que c'est une saison qui va être très difficile, avec Max qui lâchera rien.
Là, mentalement, faut imaginer que quand, c'est sûr que, je veux dire, hein, si on retire le contexte, il était inquiet quand Max s'est crashé, mais d'un autre côté, dans sa tête, il s'est dit Max se crash pour un championnat du monde, ton rival se crash, un championnat qui peut potentiellement se jouer au moindre point, ton rival vient de perdre 25 points devant tes yeux. Ouais, il l'a demandé direct ça. Mais en dehors de ça, juste derrière, il s'est dit putain, il vient de perdre 25 points, moi je suis deuxième, let's go quoi. Alors après sur l'euro départ, il part mieux que Perez. Moi je pense malgré tout qu'à ce moment-là, lui il veut pas réellement forcer ou sa com elle est ce qu'elle est, mais peut-être qu'il veut pas. Comment je peux dire ça, il tente sa chance, mais si ça passe pas, il aurait save la P2, tu vois. Pour autant il est bien placé, et puis je le crois, je te crois Loïs. L'erreur sur le volant. Il force, mais c'est parce que quand il redémarre, il le voit qu'il a hauteur de PS, donc il se dit. Il sait très bien que comment dire. Bah déjà, c'est pas dans l'intérêt de Perez de se crasher, il faut qu'il fasse un gros résultat, Perez, par rapport à sa situation chez Red Bull. Et puis il y a aussi le fait que Lewis joue le championnat du monde face à Verstappen, donc clairement, les leaders du championnat, les toucher, là, c'est. Non, puis de toute façon, c'est non de base. Donc il fait la chose qu'il faut, maintenant après il se rate avec le volant, etc. Pardon. Moi je pense qu'il se dit au départ, un départ arrêté, encore plus que le départ lancé, j'ai mes chances. Il arrive à se mettre à hauteur parce qu'il prend un meilleur départ que Perez, puis arrive au point de freinage, il fait l'erreur sur son volant. Mais s'il fait pas l'erreur sur son volant, il est passé et c'est tout. Si en revanche il aurait pris un départ moins bon, ou s'il aurait dû, admettons, il se serait fait jouer, par Gasly, admettons, au départ, au lieu d'aller jouer Perez, il aurait save PD jusqu'au bout, en fait. C'est une certitude. Là pour le coup, c'est franchement ça. C'est les circonstances qu'il faut qu'à ce moment-là, il se dit bah je peux jouer la P1, je suis à hauteur sur le départ. Après derrière, encore une fois, il fait l'erreur au volant et puis ça donne ce que ça donne. Il est d'un sens, enfin il est à hauteur. Il est à hauteur. Mais encore une fois, imagine-toi, moi j'y crois à l'erreur, imagine tous les boutons qu'il y a sur le volant. Il suffit pas de grand chose. Généralement il met sa main au-dessus, il suffit qu'en voulant replacer sa main, il a tapé sur le bouton, puis sa balance de frein elle a changé. Puis c'est les freins d'une F1, je le vois sur F1 2020, je suis pas devenu un caca pour rien. C'est fragile à suck, change la balance qui est pas du tout la balance souhaitée dans un virage. Et il allait pas vite entre guillemets, puis ça donnait ce que ça donnait. Ils ont bloqué instantanément, il est parti tout droit. Et pour le reste, je pense que c'est juste l'opportunité qu'il avait de jouer Perez. S'il aurait pas été à hauteur de Perez, il aurait sauvé P2. Parce qu'il est quand même intelligent en soi. Ah ouais, bah oui. Ça, les F1 d'aujourd'hui, c'est des ordinateurs de bord. Le volant, c'est littéralement un ordinateur. Donc il peut faire quasiment ce qu'il veut dessus. Bon, il peut pas changer l'angle des ailerons ou quoi, par exemple. Voilà, du coup, pour Mercedes, 0 pointé, hein, pour en conclure avec eux. Je vais remettre juste un truc vite fait parce que je l'ai arrêté à cause qui l'alerte parce qu'il m'envoie des bits anonymes, c'était imbécile. Bah du coup là on a fait le tour, hein, 0 pointé, donc comme je disais pour Mercedes, ça picote quoi. Ça picote, je vais mettre ça en place, on va regarder le classement des lots de pi. C'est pas le bon écran. Ah, c'est pas le bon écran. Ça c'est chiant, hein, des fois ça passe d'un écran à l'autre. C'est bon. Ah, le bon écran, c'est bon, la régie a réparé la connerie. Donc nous avons... Je me suis trompé. C'était ça que je voulais faire. Nous avons donc Max Verstappen toujours en tête du championnat du monde, bien sûr, hein, avec les mistakes des deux leaders du championnat. 105 points, 101 points pour Lewis Hamilton, toujours 4 points d'écart. Sergio Perez qui fait un bond de 2 places au championnat. Je vais mettre le championnat déroulant au-dessus de la page. Comme ça vous avez aussi les step up ou step down au championnat.
C'est plus 3 même pour Perez, ok. Plus 3. Il passe 3ème donc avec 69 points, 3 points d'avance sur Lando Norris 4ème avec sa McLaren, 5ème Charles Leclerc avec sa Ferrari 52 points, Valtteri Bottas 6ème seulement au championnat avec 47 petits points à 5 points de Carlos Sainz 7ème, Pierre Gasly 8ème avec 31 points poursuivi par Sébastien Vettel en 2 courses qui est passé de 0 à 28 points, hein. C'est quand même incroyable, hein. Daniel Ricciardo qui perd dans l'histoire 2 places, il me semble, 10ème avec 26 points. Fernando Alonso 11ème, 13 points. Esteban Ocon 12ème, 12 points. Je pense que j'ai fait une erreur dans mon classement au-dessus d'ailleurs. Ah, c'est fort, c'est fort. Du côté de Pierre, c'est fort aussi, c'est des gros points de marqué. Vettel a pris 4 places, 3 places, 4 places là. Il me semble qu'il était 12. 3 places pour Vettel, passé de 12 à 9. Il a passé les 2 Alpines d'un coup. Alonso donc va être 11ème avec 13 points, Ocon 12ème avec 12 points. Lance Stroll 13ème, il marque aucun point aujourd'hui donc il est toujours à 9 points. Yuki Tsunoda il a marqué 2 petits points je crois aujourd'hui, ou 4. Il passe à 8 points, 14ème, il n'a pas bougé. Kimi Raikkonen 15ème avec son premier point donc au championnat comme je disais tout à l'heure, j'avais vu juste, j'ai de la mémoire de temps en temps. Il marque son premier point donc Kimi passe devant Giovinazzi qui a aussi lui un petit point. Mick Schumacher passe 17ème, George Russell 18ème, Mazepin 19ème et Nicolas Latifi, donc c'est une Williams qui ferme la marche, c'est pas une Haas. Je me suis encore trompé parce que j'ai appuyé sur BS. Allez, voilà. Le classement constructeur. Il y a eu des mouvements là aussi, comme vous voyez au-dessus, déroulés de toute façon. Alors du côté de Red Bull et de Mercedes, ça n'a pas bougé, à part que Red Bull a fait un petit écart, 174 points contre 148. Ferrari, mon 3ème, passe devant McLaren pour 2 petits points. AlphaTauri passe 5ème avec 39 points, 3 points d'avance sur Aston Martin, avec Vettel qui marque encore une fois des gros points. Alpine 25 points, 7ème. Alfa Romeo double son nombre de points au championnat avec le petit point de Kimi Raikkonen avec 2 petits points. Largué à Alfa Romeo, AC Williams. As qui passe 9ème et qui passe devant Williams, et ça compte aussi malgré tout au championnat. En termes de pépette, ça compte de passer de 9 à 10 là aussi, dans tous les cas. J'aurais jamais cru d'ailleurs que As passerait au-dessus de Williams au championnat constructeur, mais je pense que sur le long de la saison, As va se retrouver 10ème et Williams au minimum 9ème. Du coup voilà pour les classements pilote et constructeur. On va regarder vite fait donc les... Je me suis trompé. On va regarder les... Non, je me suis pas vraiment trompé. On va regarder un peu l'actu à la fois au sortir de Monaco et puis ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr. Les déclarations aussi. On va se mettre comme ça, voilà. Hop là. Donc là, on est plus ou moins dans la période de Monaco. Mercedes dévoile une vidéo du retrait de la route Valtteri Bottas qui est resté bloqué sur la Mercedes, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité. Je regarde s'il y a la vidéo éventuellement, il n'y a que la vidéo de l'arrêt au stand je pense. Je vais peut-être la jouer vite fait. Mercedes à l'instant. C'est pas ce qui nous intéresse mais... il me semble qu'on voit... Ah, on a vu la poussière de métal d'ailleurs jaillir là. Je vais le mettre en plein écran. On va le revoir au ralenti, je pense, le pistolet qui lime l'écrou en fait. Et Mercedes il s'est retrouvé du coup à débloquer la roue le mardi, il me semble. Ferrari n'a pas réussi non plus à débloquer la roue. C'était quand même assez extraordinaire. Bon, ça c'est embêtant là, ne me mettez pas la course s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on... Visiblement on nous remontrera pas le pit. Et bref, ça n'a pas marché en tout cas. C'est un peu l'histoire. Faut savoir que les pistolets de retrait de roue là, ils tournent à peu près à 10 000 tours minute. Les mécaniciens, comme on le voit sur la photo, le tiennent à deux mains parce qu'à une main tu te casses le bras en le mettant en route littéralement. Logiquement ça a une grosse force de
de rotation, puisque il faut quand même que la roue tienne en place. La roue elle subit des forces latérales, etc. aussi. Donc faut pas que ça bouge, quoi, globalement. Ce qui a donné que, bon, Mercedes a supposé que c'est à cause de Valtteri, parce qu'il s'est pas bien placé à quelques millimètres près. Ça a donné que le mécanicien, quand il a inséré le pistolet, il était pas placé au millimètre près, et ça a limé le- ça a limé l'écrou globalement, et ils ont jamais pu la retirer, quoi. Donc c'est de la faute de Valtteri. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Dans de la faute de Valtteri. Dans tous les cas. Ouais. Ouais. Leclerc refuse de broyer du noir après son erreur à Monaco. Ça arrive. Moi, je rappelle pour la stat, ceux qui suivent la F1, Charles Leclerc depuis qu'il... Ben, même pas depuis qu'il est en F1, même dans les catégories inférieures, pardon, Charles Leclerc n'a jamais fini une course à domicile pour lui, sur son territoire. Il n'a jamais été en mesure de finir une seule course. C'est une stat qui fait mal, que ce soit en F1, en F2, etc. Aileron flexible, ah oui, il y a une embrouille que je vais peut-être pas... Ah ça c'est dur, ouais, c'est clair. Enfin, une embrouille, comment faire ça, une polémique en F1 en ce moment avec la flexibilité des ailerons arrière. Sur Red Bull, là, le gros aileron qui est là. Et c'est notamment Red Bull qui est principalement visé parce que Mercedes a déposé une réclamation, il me semble. C'est ça, c'est marqué là, menace brandie par Mercedes contre les ailerons flexibles. Et Red Bull n'est pas seul à utiliser ça, il me semble qu'il y avait aussi Alfa Romeo et je ne sais plus qui. Et globalement, l'aileron à haute vitesse, il est tellement... il est conçu d'une manière telle que c'est comme s'il épousait la pression du vent en fait. Et Mercedes, il va du fait que dans le règlement, un élément aéro, il doit être skillé et puis pas donner un autre angle qui donne un avantage, et supposément l'aileron qui de la Red Bull il lui apporte plusieurs dixièmes de vitesse en fait. Donc il y a cette polémique là qui a été lancée cette semaine par Mercedes. Donc on l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs, pour ceux qui écoutaient la course du côté de la F1 TV. Je sais pas si du côté de Canal Plus ils en ont parlé, mais il y a eu une conférence de presse, il me semble, dans le week-end où il y avait Toto Wolff, le patron de Mercedes, et Christian Horner, le patron de Red Bull, qui étaient dans la même pièce. Ou c'est pendant une interview autre, mais il me semble que c'était à la télé où il a été demandé je pense à Christian Horner, qu'est-ce qu'il pensait de la réclamation de Mercedes, etc. Et puis il a répondu, Mercedes ferait mieux de la fermer parce que quand on voit comment bouge leur aileron avant, je la ramènerai pas trop. Il a littéralement dit de la fermer là, quoi. à Mercedes. Donc ça part, c'est aussi du côté en étant du côté des équipes où un championnat des fois il se joue au mental aussi, quoi. C'est une guéguerre démo, etc. pour aller ébranler un peu aussi du côté des pilotes. Et là ça a pris une proportion où ça commence à s'insulter tranquillement. Pourtant ils se détestent pas, enfin de ce que j'ai cru en comprendre. Horner et Wolff se détestent pas, ils se respectent même beaucoup, etc. Et là, ça l'ambiance quoi. Ah tiens, ça c'est marrant. C'est quoi son titre, Helmut Marko déjà? Directeur sportif, je crois, ou conseiller. C'est un ancien pilote, il me semble, Helmut Marko. Mercedes commet des erreurs sous la pression. Tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Mercedes et Red Bull sont ils entrent dans un jeu où ils vont faire de la com en permanence pour essayer de faire vaciller l'un l'autre. Entre parenthèses, Helmut Marko qui dit que Mercedes commet des erreurs sous la pression. Aujourd'hui, il n'y avait pas tant de pression, mais ils commettent des erreurs quand même, c'est une vérité. À Monaco, il s'est passé ce qui s'est passé aussi. Cette saison, on sent que Mercedes est capable de commettre des erreurs qui pourraient potentiellement leur coûter le championnat. Le championnat va être très long, on est qu'à au 7ème Grand Prix de la saison. Potentiellement, il y en aura au moins une vingtaine, comme le disait Gaëtan Vigneron sur la F1 TV, dépendamment du Covid. Ben, ça va dépendre du Covid en fait.
Puisque là, cette semaine, on va le voir après, le Grand Prix de Singapour a sauté. Même s'il devrait être remplacé, la F1 cherche à le remplacer, en soi. Faut savoir que Singapour, c'était début octobre. On est là, on annule des Grands Prix début octobre. Ça fait peur. Donc bon. Sur le papier, il y en a 23 quoi. Ou 22. Que le Canada a déjà sauté. La Turquie a sauté. Remplacé par je sais plus quoi, faut regarder sur le Discord, je l'ai noté, il me semble, par quoi ça a été remplacé. Regardez. C'est avant le Grand Prix de France, je crois. Ah bah non, même pas le Grand Prix de France. Ah oui, c'est un deuxième Grand Prix d'Autriche qui a été placé après le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France, lui, il a été avancé d'une semaine à cause du l'annulation du Grand Prix du Canada, puis l'annulation du Grand Prix de Turquie. C'est la France qui a pris une semaine d'avance. C'est ça quoi. Ouais, c'est ça, mais à la base c'était pas le cas, c'était le Canada, et après, comme le Canada a sauté, ça devait être la Turquie, mais c'est ce que je disais, le Grand Prix de France, du coup il est avancé d'une semaine. Entre parenthèses, ce qui est dommage, parce que Romain Grosjean devait piloter la Mercedes championne du monde 2019, dans 3 semaines à peu près, 3-4 semaines, en parade au Castellet en France, devant les fans, pour un retour derrière le volant d'une FM. Malheureusement, ça se fera pas, puisque lui, ce week-end-là, il est en train de courir en IndyCar US. Par contre, petite parenthèse par rapport à Romain, dans la semaine après le Grand Prix de France, en fait, le mardi après le Grand Prix de France, il sera quand même au Castellet pour faire une vraie journée de roulage avec la Mercedes 2019. Et comme Toto Wolff lui a dit, le patron de Mercedes, il a dit une journée dans laquelle il ira à fond, ce sera un test sérieux quoi, en poussant au max la Mercedes quoi. Espérons pour lui que ça se passe bien. Moi je suis pas un hater, je suis pas le genre à dire il va la planter. Je pense qu'il va pas la planter et il va découvrir une voiture championne du monde, ce qu'il a jamais eu l'occasion de découvrir, donc c'est cool quoi. Et Canal Plus il sera d'ailleurs pour la journée de test. Le Mercedes les a invités en direct pendant le week-end à Monaco justement. Ces Américains stupides à l'origine du plateforme budgétaire en F1. Ah ouais, ça va être de la faute des Américains bien sûr. Pirelli, comment mener le développement avec le plafond budgétaire? Ouais, c'est terrible, un terrible débat. Je regarde sur quoi on peut partir, il y a de la MotoGP là, mais pourquoi la MotoGP ne suit pas la F1 sur le chef des moteurs? Je sais pas. Ferrari ne s'attendait pas à être aussi compétitif à Monaco, on s'y attendait pas trop non plus en soi. Ah, ils échangent quand même, malgré que Max ce week-end il a dit moi les guéguerres médiatiques, Mercedes, Red Bull, je m'en mêle pas, etc. Malgré tout, ils ont certaines paroles, Lewis Hamilton et Max Verstappen, l'un envers l'autre, presque un peu cachées, sans l'être quoi. Et là on le voit d'ailleurs. Je sais que c'est Lewis qui avait commencé le truc en disant je sais plus quoi à propos de Max, et Max il a juste dit moi je suis là pour piloter, je suis pas là pour blablater quoi. C'est un peu ce qu'il disait. Grossièrement quoi. Et ça on s'en fout. Les sauts sur le vivroir on secoue le cerveau. Bah oui, à Monaco il en a bouffé beaucoup sur le vivroir. Le règlement 2022 pourrait créer de gros écarts, alors ça c'est très important. D'ailleurs, Jolinx, tu m'avais décidé une F1, ce à quoi devraient ressembler les F1 de la saison prochaine. On en voit une là aussi d'ailleurs, la McLaren. Ah, on voit pas mon pointeur, mais c'est dommage. On voit la McLaren là. Ça c'est derrière la feuille quoi. Enfin, avec la feuille et le crayon, entre guillemets, à quoi elle devrait ressembler. Ça c'est inquiétant par contre. Parce qu'on espère avec le changement de règlement 2022, au contraire, que ça resserre vraiment tout le monde cette fois-ci, et puis que chaque week-end tu sais pas qui va gagner, un peu comme en F2. Et là le Rasbrand qui nous dit il y a peut-être moyen que ça accentue l'écart entre les équipes, ça fait mal. Ça fait mal.
J'essaie de lire grossièrement. L'idée c'est que les voitures puissent se suivre plus facilement en fait. Avec je sais même plus comment on appelle ça, mais... Ah putain, comment on appelle ça? Je peux pas rentrer dans les détails techniques parce que moi-même je les ai pas tous, mais celui-là, c'est une histoire de... Globalement c'est le fond plat qui fait que la voiture est toujours plus plaquée au sol, je sais plus comment on appelle ça. C'est un truc qui est très ancien en fait. Mais bref. L'idée c'est pour qu'elle se suive plus facilement, etc. Quoi. Mais que nous vivons est un bon cru, mais il est encore incroyablement difficile pour les voitures de se suivre. Nous pourrions éventuellement connaître un retour en arrière au niveau du resserrement du peloton en 2022. Et ensuite je pense que nous verrons de superbes courses pour les 2 années qui sont. Ah ouais, ok. Et globalement son idée c'est que le changement de règlement fera une année de transition où il se passera pas grand chose en 2022, puis derrière peut-être que ça s'inversera ou quoi. C'est pas ce qu'on souhaite en tant que fan, ça du fight à chaque week-end dès 2022, même dès 2021. Là l'avantage c'est qu'on l'a un peu d'un sens. On n'est pas à plaindre au niveau de la saison 2021. Gamora Spotted, bien sûr, Gamora, le bot t'a balancé, bonjour, j'espère que tu vas bien. Latifi a oublié de mettre le tuyau de sa gourde dans sa bouche, alors ça arrive parfois hein, que les pilotes oublient de brancher leur gourde, de relier leur gourde. Bah là pour le coup il a oublié de la relier à sa bouche. Donc pendant le Grand Prix de Monaco, Nicolas Latifi, le Canadien, n'a pas bu tout simplement. Ça arrivé aussi à Kimi Raikkonen, il me semble, le même week-end, et c'était déjà arrivé par le passé à Kimi Raikkonen, je ne sais plus où, mais il me semble que c'était assez chaud d'ailleurs sur cette course-là, et pas de boisson pour Kimi. Donc c'était en Hongrie, il me semble. Tu vas bien, Gamora? Ferrari qui a bouclé des tests Pirelli avec les pneus 18 pouces, je pense, c'est sur piste mouillée. Ok. Ça, on s'en fout. Ferrari ne s'enflamme pas malgré la performance de Monaco. Ben, ils ont bien fait parce que la performance d'aujourd'hui, autant en qualif, c'était pas mal. Cela va. Les performances de Ferrari aujourd'hui, en qualif c'était bien, mais en course, pas de rythme. Hein. Enfin, pas de rythme ou pas un rythme assez pauvre, quoi, global. McLaren ne s'attendait pas à avoir le rythme pour un podium à Monaco, ouais, ok. Ça on savait. Gasly est plus fort avec le vent d'après Tsunoda, ok. Je pense qu'il est plus fort tout court, avec tout sans vent. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Le rond flexible, Brown serait étonné qu'une réclamation passe. Je pense que ça passera pas non plus. Parce qu'au final ils vont se rendre compte que l'aileron de la Red Bull et des autres... De toute façon ils ont testé ce week-end en fait, voir la ondulation des ailerons. Pour l'instant on n'a pas entendu parler de quoi que ce soit, donc je pense qu'ils se sont... Par contre quand tu regardes l'aileron avant de la Mercedes, on dirait un pigeon quoi. Avec l'air, l'aileron avant il... Arrêtez de sniffer le soja, ouais. Ah oui c'est vrai que j'avais oublié ça, hein. Pendant la saison on va découvrir des qualifications sprint qui seront comme des courses en fait qualificatives. Mais je sais, il me semble qu'ils ont pas communiqué, c'est sur 3 week-ends de Grand Prix. Et il me semble qu'on sait pas sur lesquels. Éviter le flou pour transformer l'essai. Bon, j'ai pas tant envie de lire cet article là. Rond flexible, Red Bull pourrait aussi porter réclamation. Forcément, si Mercedes porte réclamation par rapport à l'aileron arrière de la Red Bull qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter réclamation par rapport à l'aileron avant de Mercedes. C'est permanent en F1 aussi, c'est la guéguerre pour aller faire chier sur le moindre détail qui est pas dans le règlement potentiellement, etc. Forcément, Red Bull se fait attaquer, donc Red Bull contre-attaque globalement. Sainz cherche encore à prendre les meilleurs départs. Okay. Bon, aujourd'hui c'était pas si pire. Ça on s'en fout. Le temps était l'ennemi de Ferrari à Monaco. Bah oui et non. Vous pouvez échanger je pense les éléments pour la course le lendemain.
Aston Martin essaie de remonter la pente dès 2021, ben, ils font de grosses perfs grâce à Vettel, à Monaco et en Azerbaïdjan. Après, est-ce que ça va continuer? C'est pas certain. Il y a aussi l'effet de course qui font les choses, mais en ayant Vettel qui est, je pense, enfin capable de prendre la mesure de son Aston Martin, la pente, ils vont la remonter, je pense. Encore une fois, sans dénigrer le travail de Lance Stroll, quoi qu'on en dise, c'est un fils à papa, son père lui paye sa place à F1, fermez-la. C'est rageux. Il a démontré dans tous les cas, Lance, qui était capable de grosses performances, en qualification comme en course. Et, bon, pour aujourd'hui, c'est de la malchance aussi, quoi, mais Aston Martin, je pense que dès maintenant, vont pouvoir compter sur les deux pilotes, quoi. Tant mieux pour lui, totalement, c'est exactement ça. Mazepin n'est pas en F1 non plus, parce qu'il a gagné une partie de poker ou quoi que ce soit. Hein. Et pour autant, enfin, il se fait critiquer aussi, ma foi, mais bon, son niveau pour l'instant, c'est pas trop ça, donc. A raison, quoi. Les leçons que Mercedes va tirer des erreurs de Monaco. Bah, déjà, leur arrêt au centre, je sais que ce week-end, ils ont beaucoup travaillé les pit stops. Celui de Lewis aujourd'hui, il a été lent par rapport au fait qu'il y avait une AlphaTauri qui arrivait dans les pits. Il va pas ressortir dessus là, forcément. En dehors de ça, leur pit stop s'est bien passé aujourd'hui, je pense, pour Valtteri et pour Lewis. Après, on n'a pas tant vu les pit stops de Valtteri, tu me dis, je m'avance un peu. Tsunoda qui déménage en Italie pour être coaché par Franz Tost, le patron donc d'AlphaTauri. L'idée, c'est qu'il se rapproche de l'usine, etc. Et puis, dans sa vie entre guillemets personnelle, etc. Dans l'entretien de son corps aussi, qu'il soit surveillé en permanence, pour en faire un athlète complet, qu'on pourrait dire en tout cas, pour l'aider à travailler davantage. Bon. Il va falloir encore une fois le faire travailler sur sa communication de course, parce que c'est un peu limite. Le truc, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, il a ce côté. Hein, à la radio, il a tout le temps ce côté rageux, tu sais, qu'il soit pas content ou qu'il ait pas envie de parler ou quoi. Les pilotes, souvent, ils le disent. Hein. Petit lézard va devenir grand lézard, hein. Peut-être. En parlant ça, en parlant de taille, Tsunoda, il doit faire 1m40, 1m50, c'est le plus petit pilote en F1. C'est surtout... il le sait, hein, il le dit lui-même, il le sait très bien que sa communication, etc., il doit apprendre à se contenir, etc. Parce qu'il est très... il est quand même assez sanguin, quoi. Il part au quart de tour dès que ça va pas, ou dès qu'une communication lui plaît pas. Et c'est pas ouf. Il y a des pilotes des fois qui ragent à la radio, et puis ils disent à leur ingénieur, Norris souvent il dit à son ingénieur, vas-y me parle plus, quoi. T'sais. Il parle en course, et puis à un moment donné il lui dit, non c'est bon, arrête de me parler là, laisse-moi me concentrer. Ça se fait. Là, il lui dit ferme-la sec, genre. Puis chez Red Bull, bon. Je sais pas comment ils voient la chose là par rapport à ça aujourd'hui, mais bon. C'est pas ouf quoi. Aileron flexible va se faire déployer une directive, juste. Bah en même temps, ils sont équipés d'un aileron arrière dit flexible selon Mercedes. Forcément, ils sont truc, c'est chiant quoi, de se faire dire maintenant peut-être que c'est illégal, etc. Et pourquoi les qualifications freinent la progression de Perez? Là pour ce week-end, la qualif de Perez, elle a été condamnée comme la qualif de tout le monde par les drapeaux rouges, donc on peut pas tant juger là-dessus. En dehors de ça, en essai libre, il a fini premier, je crois, sur 2 séances, ou au moins une à coup sûr. Ça reste des séances d'essai, mais en termes de chrono, il était dans les temps de max, etc. Donc, encore une fois, on verra comment ça se passera au Grand Prix de France, mais sur ce week-end, j'ai l'impression qu'il a pris la mesure de la Red Bull et que c'est parti, quoi. Par contre, si je dis ça et puis que c'est pas le cas en France, je vais passer pour le plus gros des connards. Ça, on parlera pas. Ça, c'est un débat d'un autre temps, Ricciardo Ferrari, par rapport à son transfert chez McLaren, etc. Norris adorerait participer aux 500 miles d'Indianapolis. Ok, pas l'IndyCar Lando. Ok. Attends un peu. Baku ne convient pas particulièrement à la Mercedes. Alors, avant ce week-end, je dirais que c'est faux. Bah, je trouve que c'est faux parce que habituellement, même s'ils font pas, c'est contradictoire parce que généralement il arrive des dingueries comme aujourd'hui en Azerbaïdjan.
Mais généralement, elles marchent quand même assez bien les Mercedes. Vas-y, pas de soucis, je link ça plus tard. See you soon. Au revoir. Moi j'en termine un peu avec les actus là et puis ensuite on s'arrêtera là puis on se donnera rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de France. Peut-être pour l'une des dernières fois, je vous l'annonce d'ici fin juin, peut-être l'une des dernières fois. Ouais, t'inquiète. On parlera du Discord, etc. La bise, merci. À toi. Pourquoi la survie du Grand Prix de Monaco n'est pas menacée? On s'en fout. T'étais hors de contrôle à Barcelone, ben aujourd'hui aussi t'étais hors de contrôle, vu comment tu parles à ton team. Pas sur le pays de Ferrari dans la Ferrari Drivers Academy, on s'en fout. Sainz Norris brilla à Bakou avec sa fusée en ligne droite. Norris, ça fait 5 aujourd'hui. Ça n'a pas été dégueulasse, mais pas vu non. Pourquoi Vettel prendrait-il sa retraite? Ça, c'est Jacques Villeneuve qui parle de ça. Bah là clairement, bah surtout que là il commence à revivre, je vois pas pourquoi non plus il prendrait sa retraite en soi, mais bon. C'est con. D'ailleurs on a déjà fini du coup l'actualité, hein. Je disais j'ai bientôt fini, mais je l'ai fini hein, parce qu'on a fait plus en ligne normalement. Il y avait aussi, je tenais à parler de ça vite fait, ce week-end il y a eu un hommage à certaines personnes liées à la F1 disparues. Alors honnêtement du côté de Red Bull il me semble qu'il y a quelqu'un qui était parti mais je me souviens pas qui. Bon, en tout cas. Je sais aussi qu'au lendemain du Grand Prix de Monaco, il y a un caméraman, notamment lié à Canal Plus et à la FOM, pardon, Formula One Management, qui s'est éteint. Je me souviens plus de son nom, je m'en excuse, je sais que son prénom c'est Thomas, mais ça plus ça. J'étais très touché parce que Canal Plus ont rendu hommage avec une sorte de petit reportage sur ce monsieur qui était depuis longtemps impliqué en F1, en MotoGP, dans son métier. Et voilà. Je suis personne, mais j'ai envie de saluer sa mémoire entre guillemets quoi. Un monsieur passionné, on est tous un peu passionnés et puis voilà quoi. Un monsieur qui faisait des très belles prises de vue, etc. Depuis bien longtemps en F1 et voilà, j'imagine que ça a manqué au monde de la F1 puisque le côtoyait assez régulièrement, les pilotes, etc. Ils en parlaient justement dans le reportage de Canal+. Et puis c'est ça quoi. Hein. Parce qu'on se quitte, on va se quitter sur notre positif aussi en disant que c'était un Grand Prix fort intéressant, en tout cas de mon point de vue à moi. Je sais pas de votre point de vue à vous pour ceux qui l'ont. J'ai adoré. On en a vu. On a eu une édition 2019 de Bakou hyper chiante. Il me semble que c'était 2019 où il s'était rien passé. En dehors de ça, sur les 4 autres avec celle d'aujourd'hui, il s'est tout le temps passé quelque chose, c'était super intéressant dans tous les cas. Moi j'ai bien apprécié ça. Level up pour Mr. Tuki, GG Mr. Tuki, tu mérites ce level up. On va pouvoir s'arrêter, ça fait combien de temps? 1h57, je suis à peu près dans mes standards de timing. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'être là la prochaine fois potentiellement, d'être toujours plus nombreux, c'est sympa de discuter, ce serait bien de discuter davantage. On se retrouvera pour le Grand Prix de France dans 2 semaines, donc le 20 juin, à l'issue du Grand Prix de France, à 18h30 aussi je pense, pour parler de notre Grand Prix national, même si je déteste ce circuit, je vous le fais savoir. C'est un parking géant. Et puis c'est ça, puis je pense, encore une fois je vous le répète, je pense que l'émission décédera potentiellement à la fin du mois, voilà, si je trouve pas de plus d'intérêt quoi, etc. Merci à vous, bonne soirée à vous, prenez soin de vous, au revoir à vous, puis vive la F1, puis vive Red Bull surtout, s'il y a internet, au revoir.